vient d'écouter le morceau. 89.4, sortir du colonialisme, on parle du Rwanda et on en parle avec Eric qui est donc un survivant du massacre de Bisesero. Eric, est-ce que tu peux te présenter, vous pouvez vous présenter, nous dire quel âge vous aviez quand ça s'est passé et exactement relater les événements tels qu'ils se sont produits, c'est-à-dire vous entendez parler de l'opération turquoise et vous rencontrez sur la route des militaires. Bon, en 1994, j'avais 28 ans. Vous étiez puisque je suis enseignant né en 1966. J'étais enseignant à une école primaire du village. Dès que l'avion de Habyarimana Nafi tombé, nous étions au village comme d'habitude. Et la radio nous a dit que nous avons appris par la radio qu'il faut rester à la maison, pas de groupement. Et nous avons obéi à l'ordre de l'État. Le 7, ça a été ainsi. Le 8, on a commencé à voir des attaques dans des villages voisins du nôtre. Les maisons qui se faisaient brûler, et des cris des hommes qui fouillaient. Alors nous nous sommes organisés pour attaquer ces attaques qui allaient nous menacer puisque notre village était peuplé de Tutsis presque à 90%. Alors nous avons pu repousser à plusieurs reprises des attaques qui voulaient envahir notre village. Le même jeu s'est répété jusqu'au 13 avril 1994 où nous avons été attaqués par des hommes en grand nombre et mieux armés que nous qui portaient des armes à feu. Il y avait des militaires, il y avait des policiers communaux, des miliciens qui avaient des fusils, des grenades et ils étaient plus nombreux que nous. Nous avons été obligés de quitter le village puisque nous étions vaincus. Ce jour-là, le 13 avril, nous avons perdu 4 personnes ou 3, je ne me rappelle pas très bien. Nos biens ont été pillés, les vaches volées, les maisons brûlées où on a relevé les tôles sur le toit. Alors nous avons été obligés de regagner la grande région Tutsi de Bisesero. C'est une région qui s'étend sur 3 secteurs administratifs. C'est vaste. Alors, arrivé là-bas, nous sommes organisés pour essayer de lutter contre les envahisseurs qui nous attaquaient chaque jour, venant de toutes les directions de la région. Nous avons pu tenir jusqu'au 13 mai 1994. C'est là où nous avons subi des attaques de grandes envergures avec des militaires, des gendarmes, des miliciens qui viennent de partout, de Gisenyi, de Gikongoro, de Cyangugu, de Ruhengeri et de Kibuye bien entendu. Et la propagande était de faire croire que les survivants étaient attaqués par des éléments du Front patriotique en fait. Oui, c'est ce qu'il disait. Il disait voilà, que c'est le Front patriotique rwandais qui est dans la région de Bisesero, que même son drapeau est hissé là-bas. Qui s'était infiltré dans le projet de couper le pays en deux. Ouais, c'est ce qu'il disait. Alors c'est pourquoi il y a eu beaucoup d'attaques et beaucoup de tueries. En date du 13 mai, nous avons perdu à peu près 30 000 personnes ce jour-là. Le 14, la même chose. Je dirais aussi, avant de continuer, je dirais que dès le 1er mai jusqu'au 12, il n'y a pas eu d'attaque. Nous croyons que les tueries allaient s'arrêter. Les Tutsis commençaient à vaquer à les occupations. Ils avaient commencé à cultiver la patate douce parce que c'était la période. Durant les 2 semaines. Et le 13, nous avons été surpris par des attaques dont je parlais. Il y a eu beaucoup de pertes de vies humaines, comme je le disais. Il a été de même le 14 mai. Et après, nous avons été obligés de changer de tactique pour pouvoir survivre. Au lieu de mener des attaques, de faire face aux tueurs pour essayer de résister, on devrait se cacher ou courir dans les montagnes
Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous faisiez face aux tueurs? Quelle était votre tactique? Quand on était encerclé, il n'y avait pas où aller. On était obligé de se mêler aux tueurs, de combattre corps à corps. S'il tire, il tire au lieu de tirer sur l'adversaire, il tire à une personne de son équipe. Et il voit que ce n'est pas possible, il se retire. Comme ça, nous trouvons une échappatoire. On pouvait aller sur notre colline, ainsi de suite. Ça, pour pouvoir attaquer, puisqu'on n'avait pas d'armes, on devrait... Et vous étiez main nue, enfin, vous étiez vraiment à main nue, on bien avait sûr. quelques lances, les bâtons, puisque la population Tutsi se sont élevés, ils portaient toujours les bateaux. On devrait se placer en haut de la colline. On ramassait des cailloux. Les personnes qui sont assez fortes devraient lancer les cailloux et les pierres ramassées par les jeunes filles et les jeunes mamans qui en étaient capables, qui étaient derrière. On faisait ainsi, tout en recevant des balles, bien entendu. Il y avait des morts et on continuait à lancer les pierres, à lancer. Épuisé, on devrait se mêler pour pouvoir chercher un échappatoire. À pouvoir sortir. En fait, les militaires qui étaient venus dans la région, en fait, ils étaient venus en mission de reconnaissance pour voir s'il restait des Tutsis à massacrer. Vous parlez du 27 juin. Oui. Donc, au 27 juin, par la radio RFI, j'ai su qu'il y a il y a une mission française humanitaire qui allait venir au Rwanda. Alors je me suis dit, bon, il faut que je sois attentif pour voir si c'est vrai ou pas. C'était l'opération turquoise. Oui, c'était l'opération turquoise. Alors, le 27, dans l'après-midi, j'ai vu des hélicoptères atterrir en bas lieu des montagnes de Bisesero à Gishita. Quelques minutes après, j'ai vu un convoi de camions monter vers les montagnes de Bisesero. Alors je me suis dit, bon, ça doit être la mission turquoise qui vient de s'installer. Alors je me suis approché de la route, tout en guettant si ce sont des blancs ou des noirs, je ne sais pas. Alors j'ai pu voir que c'était des militaires français. Alors je me suis approché de la route et j'ai crié à haute voix, « Oh, j'ai entendu dire que vous venez pour nous sauver, nous sommes en danger, voilà, il y a des morts partout, vous avez vu. Prière de vous arrêter et de nous protéger. » Alors, ils n'ont pas voulu directement me croire parce qu'ils avaient notre guide, un milicien, qui les conduisait ailleurs, je ne sais pas où. J'ai crié à haute voix et j'ai été obligé de me placer devant eux pour les faire arrêter. Ils ont fini par s'arrêter. Je leur ai raconté n'importe quoi que je pouvais. Je leur ai dit non, vous voyez, nous sommes menacés, il y a des tueries chaque jour. Vous voyez les cadavres qui saignent encore là, qui sont tués par balles, par machette. Ils ont dit non, c'est pas possible. Est-ce que des hommes armés peuvent attaquer des civils? J'ai dit venez et voyez. Il n'y a rien à cacher ou à mentir. Alors, comme mes collègues commençaient à voir que je n'étais pas en danger, ils ont commencé à venir un à un. J'ai dit, bon, amenez quelques cadavres là pour les convaincre que ce que je dis est vrai. Nous avons dit, amenez des cadavres. Ils ont fini par me croire. Alors ils m'ont dit, mon cher ami, nous ne sommes pas prêts pour vous sauver aujourd'hui. Nous ne sommes pas prêts, restez dans vos cachettes, on viendra dans 3 jours. Nous avons insisté, leur disant que nous sommes en danger parce que les miliciens étaient sur les collines environnantes, voyant ce qui se passait, qu'il y avait encore des Tutsis à tuer. Si vous partez, nous serons tous exterminés. Ils ont fini par retourner à Gishita ou à Kibuye, je ne sais pas. C'était le 27 au soir, le 28. Nous avons connu des attaques comme d'habitude, le 28, le 29, le 30. Et le 30, dans la soirée, nous avons vu les militaires français de retour. Ils nous ont rassemblés sur une colline. Ils m'ont demandé, parce que c'est moi qui parlais français, il faut que vous choisissiez parmi les blessés ceux qui sont gravement malades. Et nous avons les évacués par hélicoptère à Goma, au Zaïre à l'époque.
Et c'est ce que nous avons fait. Ceux qui restaient ont été soignés là parce qu'ils avaient une clinique mobile là-bas. D'autres ont été transférés au camp de Nyarushishi à Kyangugu, plus à l'ouest. Et nous avons passé à peu près un mois avec eux à Bisesero. C'est-à-dire que voilà, je rappelle quand même que c'était une situation d'urgence et qu'ils ont quand même mis 3 jours, enfin ils vous ont dit planquez-vous pendant 3 jours, ce qui est quand même ce qui paraît hallucinant. Et on peut se demander, et donc je vous pose la question, est-ce qu'il y aurait eu un accord entre les militaires et le préfet de la région pour l'extermination des Tutsis ? Bon, je ne sais pas s'il y a eu accord ou pas, mais moi, ce qui m'a trop choqué, c'est qu'ils nous ont laissé ainsi. Avec la situation qui a empiré. Nous leur avons demandé si vous n'êtes pas sûr de cette région, il faut nous amener à Kibuye ou à Gishita où vous êtes sûr de la sécurité. Ils ont dit non, ce n'est pas possible. Vous n'allez pas tenir avec nos 4 ou 5 véhicules. Donc, nous avons dit, mettez-nous devant, nous allons piétiner comme d'habitude pour que notre vie soit protégée. Ils ont dit non, carrément, nous rentrons, nous viendrons dans 3 jours. Et je rappelle que le code pénal oblige les militaires à la désobéissance en cas de génocide. Et là, le génocide était avéré. Et est-ce que des militaires ont vraiment désobéi ou peut-être juste simplement traîner les pieds pour faire leur boulot, quoi ? Désobéir, c'est-à-dire ? C'est-à-dire refuser. Ils ont refusé de nous protéger ? Non, refuser de laisser les massacres se perpétrer. Ils ont désobéi et tout le monde a désobéi. Ce ne sont pas les militaires, seulement même la communauté internationale. Vous voyez qu'il y avait un génocide qui se faisait au Rwanda. Je crois qu'en 2004, j'ai été invité aux Nations Unies pour aller témoigner. Il y avait une conférence qui portait sur la non-assistance en cas de catastrophe. Qu'il ne faut pas qu'il y ait une résolution des Nations Unies pour qu'un État puisse aller stopper des massacres où un pays n'a pas pu sauvegarder la sécurité de sa population. Donc que ce soit les militaires français, que ce soit la communauté internationale, chacun a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé au Rwanda. Il y a des choses extrêmement